Bienvenue à cette capsule sur le survol des concepts clés en gestion des chaînes d'approvisionnement. Cette capsule est présentée par Groupe Logistique Québec qui a pour but de démystifier les concepts reliés à la chaîne d'approvisionnement et rendre cela accessible pour tous. Aujourd'hui, dans la capsule, on va survoler les différentes thématiques suivantes. Donc, premièrement, on va aborder qu'est-ce qu'une chaîne d'approvisionnement et quelles sont ses parties prenantes. Par la suite, on va discuter de la résilience, de la gestion des coûts, de la gestion de l'information et du contexte international relié aux chaînes d'approvisionnement. Qu'est-ce qu'une chaîne d'approvisionnement? En fait, ça fait partie de la réalité de plusieurs entreprises au niveau de la fabrication et de la distribution des produits. Et en fait, chaque consommateur est impacté par la chaîne d'approvisionnement des produits qu'il va consommer. La chaîne d'approvisionnement va relier les différentes parties prenantes autour de ces produits-là. Donc, on va penser premièrement à l'extraction des matières premières, où est-ce que des entreprises vont être spécialisées pour aller faire la récolte de ces matières premières-là. Par la suite, on va avoir au niveau manufacturier, où est-ce qu'on va avoir la transformation de ce produit-là. Par la suite, les produits vont se diriger vers les distributeurs qui vont parfois faire des modifications aux produits, que ce soit du réemballage, que ce soit différentes activités à valeur ajoutée. Et les produits vont par la suite se diriger soit vers les magasins, où est-ce qu'on va pouvoir aller faire un achat tangible, ou directement vers les consommateurs qui vont pouvoir faire un achat en ligne, où le consommateur peut bien évidemment se rendre au magasin. Il va y avoir différents flux au niveau de la transformation de ces produits-là, mais il va y avoir aussi des flux monétaires en lien avec tout ça. Donc, au niveau des matières premières, vont se diriger vers le manufacturier, vers le distributeur et ainsi de suite au niveau des flux de produits. Toutefois, le flux monétaire va faire le chemin inverse, donc va passer du consommateur vers le magasin, vers le distributeur, vers le manufacturier. Et les flux d'information vont aller des deux côtés. Donc, on va s'assurer que l'information va être disponible tout au long de la chaîne d'approvisionnement pour pouvoir rendre l'information accessible et pouvoir distribuer les produits avec les bonnes informations. Donc, c'est vraiment un survol global des différentes parties prenantes de la chaîne logistique et des mouvements qui ont lieu dans les chaînes logistiques. Bien évidemment, dépendamment des industries, il peut y avoir plus de parties prenantes, moins de parties prenantes, cela dépend. D'autres parties prenantes qui sont en lien avec les différentes chaînes d'approvisionnement, il va y avoir les transporteurs, donc qui peuvent autant être responsables du transport longue distance. Par exemple, on peut penser autant au transport par camion, mais ça peut être aussi du transport aérien, du transport ferroviaire, du transport maritime. Et on a aussi le transport de dernier kilomètre. Donc, on va parler ici du transport de colis qui va être directement livré chez les consommateurs. On va aussi parler de 3PL, donc qui sont des Third Party Logistic Service. Donc, c'est des entreprises qui sont spécialisées à faire du travail à valeur ajoutée. Donc, par exemple, une entreprise pourrait envoyer des produits à un 3PL et c'est le 3PL qui s'occupe de l'assemblage des commandes pour faire des ventes en ligne. On peut penser aussi à des regroupements d'achats. Donc, ça, c'est des compagnies qui vont se regrouper ensemble au sein d'un regroupement d'achats pour pouvoir négocier des meilleurs prix, avoir des ententes qui sont préférables pour les entreprises. C'est quelque chose qui est surtout populaire avec les PME qui vont vouloir se regrouper ensemble pour avoir un meilleur pouvoir d'achat. Et tout aussi au niveau des auditeurs, on peut penser autant aux auditeurs comptables, mais il y a aussi toutes sortes d'autres audits quand on est dans des domaines qui sont plus spécialisés. Donc, on peut penser à Santé Canada, à différents organismes aussi au niveau de la nourriture, donc on peut penser à la MAPAC, qui vont vouloir aller faire des audits pour s'assurer que les différents produits respectent les standards de qualité. Donc ça fait vraiment un survol global des gens qui peuvent être impliqués dans les chaînes d'approvisionnement des entreprises. C'est quoi les fonctions principales en logistique, en chaîne d'approvisionnement? Donc, on va avoir tout ce qui est en lien avec l'approvisionnement. Donc, ça, c'est d'aller acheter les différentes matières, les différents produits finis au bon prix, au bon moment, d'assurer là, que les produits vont être disponibles pour les différents autres processus de la chaîne logistique. Il y a la gestion de la qualité, donc de s'assurer que ce qui est produit ou ce qui est acheté répond aux standards de l'entreprise et ce standard-là dépend bien évidemment du standard requis par le consommateur. On a tout ce qui a trait à la gestion des stocks, donc c'est de s'assurer que les bons produits vont être disponibles au bon moment, qui vont rester de qualité aussi ces stocks-là, donc qui vont pas avoir de désuétude. Ça fait toute partie, là, c'est souvent une fonction qui est reliée avec l'approvisionnement, mais qui est aussi gérée aussi avec l'entreposage. Il y a tout au niveau du volet de la production des biens, donc
de s'assurer que le produit est fait sur la bonne machine, au bon moment, avec les bons équipements, par les bonnes personnes. Donc, tout le volet de transformation de ces produits-là, mais il y a aussi l'organisation du travail, donc de s'assurer que tout ce qui a trait aux tâches qui sont faites dans le bon ordre, dans le bon moment. Il y a les transports des marchandises, je l'ai mentionné un peu plus tôt, qui a trait au niveau des transports maritimes, transports ferroviaires, transports aériens et aussi transports routiers. Donc, c'est une combinaison de tout ça qui font que les chaînes d'approvisionnement fonctionnent. Il y a aussi tout ce qui a trait au niveau de l'entreposage et des centres de distribution. Donc, les entreposages, en fait, c'est le moment statique où est-ce que les produits sont en attente entre la production ou la vente. Donc, à ce moment-là, ces produits-là sont majoritairement entreposés dans des centres de distribution et c'est à ce moment-là que les produits vont parfois être aussi assemblés pour pouvoir aller faire une commande. Donc, ces commandes-là vont être emballées, vont avoir différentes manipulations là, pour s'assurer qu'elles soient envoyées aux clients, que ce soit une entreprise de clients ou que ce soit un consommateur final dans la situation du e-commerce. Il y a également tout le volet au niveau de l'aménagement des espaces, donc s'assurer que l'espace est bien utilisé, que le flot de travail se fait bien. Donc, ça fait partie des différentes fonctions en logistique. On a aussi tout ce qui a trait à la planification de la demande, donc de s'assurer qu'on va pouvoir aller faire des bonnes prévisions, qu'on va s'assurer de pouvoir bien déterminer qu'est-ce qui s'en vient dans le futur, dans le meilleur des prévisions possibles, pour par la suite s'assurer qu'on va pouvoir faire l'approvisionnement et la gestion des stocks qui vient avec tout ça. Et un dernier volet est au niveau de la gestion des retours, donc s'assurer que quand un consommateur a un produit qui ne le convient pas et qui n'en a plus besoin, mais que la gestion du retour va bien se faire. On pense souvent à ce volet-là dans le e-commerce, mais il y a quand même une gestion des retours qui peuvent être faits au niveau des transactions entre entreprises. Donc, si par exemple le standard de qualité n'est pas respecté, il va y avoir une gestion des retours à faire. Donc, c'est vraiment les fonctions principales en chaîne logistique, chaîne d'approvisionnement. Toutefois, il y a d'autres fonctions qui peuvent s'ajouter dépendamment de l'industrie. Quand on pense à la logistique et sa position dans la chaîne de valeur, en fait, on peut la voir à deux niveaux. On peut le voir au niveau des activités principales, donc tout ce qui est au niveau de la logistique interne, la production et les opérations et la logistique externe. Mais on a aussi tout le volet au niveau des activités de soutien qui sont les activités d'approvisionnement. Alors, la chaîne logistique fait vraiment partie intégrante de l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, c'est important de pouvoir bien se positionner au niveau de sa logistique, de sa chaîne d'approvisionnement pour pouvoir être une entreprise qui est efficace et de pouvoir en dégager des marges au niveau de ses activités. Alors, c'est toujours à prendre en considération quand on est dans une entreprise de évaluer sa chaîne logistique puis de regarder de quelle façon on peut l'améliorer en fonction de ses activités. On parle souvent du concept de résilience de la chaîne logistique. On va pouvoir explorer ça ensemble. En fait, qu'est-ce que ça veut dire une chaîne logistique résiliente? Une chaîne logistique qui est résiliente, ça veut dire une chaîne qui est capable de s'adapter rapidement, qui est capable de rebondir avec les différents imprévus et de continuer à opérer malgré ces différentes perturbations-là qui sont souvent inconnues. Donc, on peut essayer de prévoir, mais le volet chaîne résiliente, c'est que peu importe ce qui arrive, on est en mesure de pouvoir continuer à être fonctionnel et à desservir ses clients. Pourquoi on veut une chaîne qui est résiliente? En fait, c'est d'assurer que le service client va être là malgré le contexte externe. Donc, peu importe les différentes perturbations externes, on va être en mesure de servir le client. C'est d'être fiable pour ses partenaires d'affaires, donc autant pour ses fournisseurs que pour ses clients. Et de pouvoir se préparer à des différentes éventualités dans un contexte incertain. On peut penser à des grèves, on peut penser à des conditions comme par exemple la pandémie. Il y a de nombreuses situations qui peuvent arriver et on doit pouvoir se préparer à ces éventualités-là pour que l'entreprise en ressorte gagnante au niveau du marché. Comment on fait ça? En fait, il y a différents moyens qui sont en place, mais en effet, tout dépend de l'industrie dans laquelle on travaille. Une des possibilités, c'est la diversité au niveau des fournisseurs. Donc, on va essayer d'aller réduire sa dépendance à un seul fournisseur. Donc, de cette façon-là, si jamais un fournisseur n'est plus disponible pour une raison X, on est capable de pouvoir continuer nos opérations. Il y a tout le volet de flexibilité, donc d'être en mesure d'avoir les capacités d'ajustement
en cas de crise. Donc, d'avoir autant les équipes à l'interne qui sont formées pour pouvoir aller faire des décisions rapides, de pouvoir prendre d'autres moyens. Et on a aussi tout ce qui est en lien avec la visibilité au niveau de l'information. Donc, d'être en mesure de pouvoir suivre en temps réel qu'est-ce qui se passe, ses stocks, ses flux de marchandises, ses flux de paiement. Tous ces volets-là, c'est de l'information qui permet d'être plus réactif et de pouvoir prendre de meilleures décisions. Et aussi tout au niveau de la traçabilité, donc de comprendre la provenance de ces matières, de pouvoir comprendre ces produits, de pouvoir regarder qu'est-ce qui peut être modifiable. De cette façon-là, dans la situation où est-ce qu'il y a une crise, on est en mesure de pouvoir réagir plus rapidement. Donc, j'en ai mentionné un peu plus tôt, mais au niveau de la pandémie de COVID-19, une des choses qui a pu être mise en place, c'était la réorientation vers des fournisseurs locaux pour pouvoir s'approvisionner plus rapidement et moins dépendre, par exemple, du transport international. Parlant de transport international, on peut penser aussi au blocus du canal de Suez qui a eu lieu en 2021. Alors, il y a eu une réallocation rapide des flux via d'autres routes, ce qui veut dire que le transport international a vraiment été impacté. On a dû changer des routes de bateaux, par exemple, et ça a eu un impact, en fait, sur les délais. Donc, il y a des produits qui sont arrivés plus tard pour les fournisseurs. Donc, si par exemple, ta matière première arrive plus tard, ça va avoir un impact direct sur ton flot de production, ce qui va avoir un impact direct sur tes clients qui ont fait des commandes. Donc, c'est important dans cette situation-là de pouvoir trouver une alternative rapide au niveau de son transport pour pas impacter, ou en fait, du moins, le moins possible impacter l'ensemble de sa chaîne de production, sa chaîne d'approvisionnement. Une situation un peu plus récente au niveau des grèves de Poste Canada en 2024 a fait plusieurs entreprises ont eu à réorganiser le transport en pleine période de Black Friday. Donc, la situation des entreprises qui n'avaient pas nécessairement d'entente avec un autre transporteur que Poste Canada ont eu un peu plus de difficultés à pouvoir expédier leurs colis en période de Black Friday, qui s'étend même jusqu'à la période des fêtes. Alors, quand même, des éléments à prendre en considération. Donc, une entreprise qui avait plusieurs alternatives de transporteurs a pu rediriger son volume de colis vers une autre organisation et, par le fait même, assurer les livraisons dans les délais qui étaient promis aux clients. Au niveau de la gestion des coûts, en fait, c'est bien important de comprendre que la chaîne logistique dégage des coûts importants. Donc, une chaîne d'approvisionnement va être un centre de coûts. On va penser toujours à essayer de réduire ces coûts-là. Donc, ça passe par réduire les pertes, que ce soit les pertes de temps, que ce soit les pertes de produits et tous ces volets-là. Donc, c'est pour ça qu'on va miser souvent sur de la qualité, qu'on va parler aussi d'amélioration continue dans les chaînes logistiques. Dans le but d'augmenter les extrants. Donc, si on est capable de réduire les pertes de temps, on est capable d'augmenter, par exemple, la productivité. Ou si on est capable de réduire les pertes au niveau des matières, on est capable de faire plus avec les matières qu'on a achetées. Donc, si, par exemple, on fait, dans une situation où est-ce qu'on fait des bord-tendres, si on est capable de réduire les pertes au niveau des pépites de chocolat, ça nous permet par la suite d'augmenter le nombre de bord-tendres qu'on va faire parce qu'on gaspille moins de pépites de chocolat, ce qui nous permet par la suite d'améliorer les marges puisque l'ensemble des produits qu'on va avoir achetés vont être utilisés pour faire les produits et on va avoir limité les pertes, donc augmenter les marges à ce niveau-là. On va penser à 3 piliers au niveau des chaînes d'approvisionnement. On va avoir le volet qualité, le volet coût et le volet rapidité. En fait, l'objectif va être d'avoir le bon produit qui va être en bonne quantité, au bon prix, à la bonne personne et au bon moment. Donc, on va penser tout le temps au délai. Donc, on veut s'assurer d'avoir le produit au bon moment. Mais parfois, trop tôt, ça ne veut pas nécessairement être bon. Par exemple, si j'ai une entreprise qui a déjà tout produit ses différents items pour Pâques, ça ne veut pas dire que mon client veut tout de suite avoir ses produits de Pâques dans ses installations. Il va vouloir attendre. Donc, on parle du bon moment. On veut pas avoir le produit trop tôt nécessairement. C'est vraiment au bon moment. Et aussi à la bonne personne. Donc, on veut s'assurer que le produit va être à la bonne organisation au bon moment. Il y a différentes sources de coûts. J'y vais de façon sommaire à ce niveau-là, mais bien évidemment, il y a d'autres coûts qui sont reliés avec la chaîne logistique. On va parler d'entreposage, donc tout ce qui est le coût relié au stock dormant. Donc, si on a un produit
qu'on a en entreposage pour une longue période, il faut prendre en considération qu'il y a un coût d'opportunité au fait que ça pourrait être un autre produit qui est là, mais il y a aussi tous les coûts reliés à l'espace utilisé, que ce soit l'électricité, le chauffage, etc. Il y a les opérations de manipulation, donc de manutention des produits, tout ce qui est manipulation des stocks, la main-d'œuvre, les équipements qui sont reliés à ça, c'est des dépenses qui vont être générées par les chaînes d'approvisionnement. Par la suite, au niveau des opérations de transformation, on va avoir l'achat des matières premières, mais aussi les différents tests de qualité pour être assuré là, que le produit fonctionne. Donc, par exemple, si on prend l'exemple d'une entreprise qui fait du couvre-plancher, elle va vouloir aller faire différents tests pour s'assurer que son couvre-plancher va être solide, va être durable et tous ces éléments-là. Donc, il y a des tests de qualité qui vont coûter de l'argent à faire pour s'assurer que le produit respecte les standards au niveau des clients. Il y a tout ce qui est au volet du transport aussi. Les fluctuations du prix de carburant impactent directement les coûts de transport. La maintenance des véhicules aussi, ça fait toute partie des dépenses reliées à ce secteur-là. Et tout ce qui est en lien avec les pénuries et les surplus. Donc, si on a une mauvaise prévision, on va avoir soit du gaspillage ou des pertes de vente. Si on reprend l'exemple des bartendes, si j'en fais trop et elles ont une date d'expiration, mais je peux avoir du gaspillage qui va soit se produire dans l'entrepôt après la production ou même se produire directement en épicerie. Il faut prendre ça en considération. Donc, les mauvaises prévisions peuvent générer un gaspillage, mais peuvent aussi générer des pertes de vente si, par exemple, je décide de ne pas en produire assez et que les consommateurs peuvent pas en acheter lorsqu'ils se rendent en épicerie. Donc, c'est à prendre en considération ces deux volets-là. Donc, c'est vraiment des analyses à faire au niveau des différentes prévisions. Maintenant, au niveau de la gestion de l'information qui est partie intégrante des chaînes d'approvisionnement, pourquoi l'information est clé? En fait, c'est de prendre des décisions éclairées dans l'objectif de maintenir un bon équilibre entre l'offre et la demande. On vient tout juste d'en discuter avec le volet des gaspillages ou des pertes de vente. Donc, c'est prendre en considération l'utilisation de cette information-là pour s'assurer le bon flot de produits dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en limitant le gaspillage. On veut aussi assurer un bon niveau de service aux clients. Donc, c'est grâce à l'information qu'on est capable d'aller prendre les bonnes décisions et aussi de réagir rapidement aux différents changements de contexte. Donc, quand on mentionnait la résilience, c'est avec l'information qu'on est capable d'être résilient et de prendre les décisions au bon moment. Quand on parle de technologie, comment ça s'applique dans la chaîne d'approvisionnement? On va parler de systèmes ERP qui vont être des systèmes avec l'intégration et l'automatisation des données. On peut penser à SAP, Oracle, qui vont venir faire le lien entre les différentes parties prenantes de la chaîne logistique et qui vont pouvoir assurer l'exactitude de l'information. Donc, grâce à un système ERP, on peut relier à la comptabilité, on peut relier aux ressources humaines, on peut relier aux approvisionnements et on va avoir l'intégralité de l'information dans le système, ce qui va pouvoir permettre d'avoir des rapports, des indicateurs de performance. Par la suite, on a les systèmes WMS qui sont vraiment reliés au système d'entreposage, donc Warehouse Management System. Et on va aller faire, à l'aide de ces systèmes-là, la gestion de l'inventaire, les mouvements des tâches et tout ça. Donc, on est capable de regarder quels sont les mouvements des produits. Et souvent, les systèmes de WMS vont être connectés avec les systèmes ERP. Donc, l'information va communiquer entre elles pour pouvoir faire de meilleurs suivis. On a aussi le volet Internet des objets, où est-ce qu'on va aller faire le suivi de la marchandise en temps réel. Donc, certaines entreprises vont opter pour ces technologies-là pour pouvoir avoir une meilleure traçabilité. On peut penser, par exemple, à l'industrie du vêtement qui parfois vont avoir l'Internet des objets dans leurs différents vêtements et qui vont être en mesure de faire la traçabilité des produits entre leurs différents entrepôts et leurs magasins. On a également tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle, qui est quand même un mot assez populaire, un concept aussi qui est de plus en plus mis de l'avant, mais qui était déjà bien en place au niveau des chaînes logistiques. On va penser à de l'analyse prédictive, de l'optimisation des stocks, d'utilisation d'algorithmes pour prendre de meilleures décisions. Donc, on va pouvoir utiliser ces algorithmes-là pour pouvoir aller déterminer c'est quoi la bonne quantité à produire, c'est quoi la bonne quantité à entreposer, ce serait à quel endroit l'entreposer qui serait le plus efficace. Donc, ça fait partie de tous ces volets-là
et aussi au niveau du transport, donc quelle route utiliser pour que ça soit le moins long possible, que tous les clients soient livrés dans les meilleurs délais. Ça fait partie des éléments qui vont être utilisés avec les différents algorithmes et l'ajout de l'intelligence artificielle dans tout ça. On a également tout le volet automatisation. Donc, quand on pense à de l'automatisation, souvent on va réfléchir à des robots, à différents processus qui vont être un peu plus physiques, mais ça reste que c'est la technologie qui vient supporter ces automatisations mécaniques-là. Donc, on va avoir une combinaison d'automatisation de processus mécaniques et informatiques qui vont pouvoir faire de l'assistance dans les différents processus de la chaîne d'approvisionnement. L'information va aussi aider à faire de la prise de décision et d'avoir un peu plus d'efficacité. Donc, ça va être basé sur... On veut prendre des décisions qui vont être basées sur des données fiables et accessibles en temps réel. Donc, on va vouloir avoir l'heure juste au moment même pour pouvoir prendre la bonne décision et non juste nécessairement des données historiques qui datent de l'année dernière. Donc, on va vouloir avoir l'information au moment même pour savoir quoi faire. Et ça permet d'améliorer la coordination entre les équipes internes et les partenaires externes. Donc, si par exemple, on a l'information qu'on a une augmentation des ventes, on veut pouvoir le communiquer rapidement aux fournisseurs de ce produit-là pour pouvoir aller prendre une décision et de, par exemple, augmenter une commande et on veut le faire de façon rapide. Au niveau des flux d'information, en fait, ça permet de réduire les délais grâce à la numérisation des communications. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que maintenant, l'échange d'informations se fait de plus en plus efficacement. Il y a des transactions, des fois, qui sont mises en place entre des entreprises pour communiquer l'information d'un système à l'autre au lieu de passer, par exemple, par courriel, ce qui permet de pouvoir réduire les délais parce qu'on est capable d'avoir l'heure juste au bon moment. Ça permet aussi de minimiser les erreurs humaines reliées aux doublons ou, par exemple, à de l'information qui serait obsolète. Donc, on est capable d'avoir la bonne information au bon moment et avec ça, on vient minimiser les erreurs. On peut penser, par exemple, à la saisie de factures. On peut penser aussi à la saisie des quantités, donc de savoir quelle quantité on a reçue. Bien, grâce à ces communications informatisées-là, on est capable de l'avoir plus rapidement et d'éviter les erreurs. Ça permet, comme je l'ai mentionné, l'information exacte en temps réel. Et on a aussi la possibilité d'organiser le travail et la documentation. Donc, on est en mesure d'aller documenter les différents processus, mais aussi d'aller documenter ce qui s'est passé et de les archiver de meilleure façon. Donc, ça fait vraiment partie de ce que les organisations mettent en place et c'est un processus qui est quand même long d'aller informatiser l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement. Vu qu'il y a énormément de parties prenantes dans les chaînes d'approvisionnement, les entreprises font affaire avec souvent plusieurs fournisseurs, font affaire avec plusieurs partenaires, que ce soit au niveau du transport, que ce soit au niveau de l'ensemble de leurs opérations. Alors, c'est à prendre en considération que c'est un chantier qui est assez lourd, mais qui est essentiel pour améliorer l'efficacité dans les entreprises. Au niveau du contexte international par rapport à la chaîne d'approvisionnement, en fait, il y a une grande influence du contexte international. On a une dépendance envers les pays qui sont producteurs et on va être impacté automatiquement par les différentes sanctions, les pénuries ou les guerres qui vont avoir un impact. Donc, si par exemple, il y a un conflit à un endroit précis dans le monde et que c'est un pays producteur de certaines matières premières, automatiquement, il va avoir un impact sur l'ensemble de la chaîne qui utilise ces matières premières-là. Aussi, on peut penser à tout ce qui est en lien avec les différentes tarifications douanières qui peuvent être imposées par un pays, qui va avoir un impact sur un pays producteur ou sur un pays consommateur. On a aussi les composantes, en fait, de plusieurs produits vont venir de plusieurs pays pour avoir un produit fini. Donc, si on pense à une automobile, on peut avoir des composantes qui vont provenir de partout dans le monde pour faire le produit fini. Et il va y avoir justement ces matières-là qui vont devenir de partout. Alors, ça va avoir un impact direct sur la production du bien fini, qui, même si par exemple le bien fini est peut-être assemblé au Canada, va avoir des composantes qui vont venir de partout dans le monde. Finalement, au niveau de l'acheminement des matières premières, c'est là aussi qu'il peut y avoir des enjeux. Donc, même si la matière première est disponible dans un pays, si on a un enjeu au niveau des ports ou au niveau du train, automatiquement, il peut avoir des impacts sur la chaîne d'approvisionnement.
On a une grande dépendance au port et au transport international. En fait, là, approximativement 90% du transport va passer par un port, donc du transport mondial. Et à la minute qu'il y a, par exemple, une congestion, des grèves ou des impacts au niveau de la météo, mais cela peut impacter directement l'acheminement des matières premières. Donc, ça fait partie des éléments à prendre en considération dans sa chaîne d'approvisionnement. C'est ce qui faisait le tour pour la capsule informative au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Bien évidemment, c'est un survol global. Il y a beaucoup plus de complexité selon les industries, selon les domaines de la chaîne d'approvisionnement. Ce survol-là permet d'avoir une connaissance générale et de comprendre un peu les différentes parties prenantes et l'impact de celles-ci.